Le 1er janvier, j'ai démarré une expérience qui consistait à retirer tous mes divertissements qui prennent place sur un écran pendant 30 jours. Ça veut dire plus de YouTube, de films, de séries, de jeux vidéo, de sites d'actu, de réseaux sociaux, etc. Ça avait déclenché une très bonne période pour moi où j'étais non seulement plus productif, mais aussi plus heureux et plus présent. Mais de nombreux commentaires m'ont prévenu que j'allais droit dans le mur. On me prédisait le burn-out, la dépression, une mort solitaire, abandonné de tous mes proches à cause de mon comportement obsessionnel. Alors dans cette vidéo, on va faire un débrief 100 jours plus tard. Je vais commencer par répondre à vos questions, puis je vais passer en revue vos idées d'amélioration, puis on va répondre aux critiques, et enfin on fera le bilan de ces 100 jours. Est-ce que mon expérience continue? Est-ce que j'ai fini par craquer? Quelles sources de dopamine en valent vraiment le coup? J'ai pas bien compris pourquoi tu as supprimé le contenu Feedly au podcast. Le reste, je comprends bien, mais ces deux choses, si elles sont enrichissantes et qu'elles permettent d'apprendre et de réfléchir, je comprends moins l'intérêt de les supprimer. Pour être clair, beaucoup de gens ont eu l'impression que je vous disais qu'il fallait abandonner tous vos divertissements pour toujours. C'est pas ce que j'ai dit et c'est pas non plus ce que j'ai fait. J'ai fait une expérience de 30 jours qui était assez extrême pour mesurer les résultats de cette expérience. Le but réel, c'est de retirer un certain nombre d'éléments qui font habituellement partie de mon quotidien pour voir à quoi mon quotidien ressemble sans et évaluer si ces éléments sont vraiment utiles ou non. Donc dans le cas de Feedly, qui est une application que j'utilise pour être abonné à un certain nombre de blogs et de newsletters et le podcast, je voulais voir si ça allait me manquer quand je l'ai retiré et dans quelle mesure. Tu n'as pas peur de perdre tous tes abonnés en donnant ce genre de conseils? Je vois deux scénarios. Soit vous testez la méthode et ça change votre vie, et dans ce cas, j'aurais changé votre vie avec une vidéo YouTube, ce qui vaut bien, je pense, le coup de perdre quelques vues. Ou alors, pour une raison ou pour une autre, vous n'essayez pas ou vous essayez et ça vous plaît pas, et dans ce cas-là, j'ai rien perdu. Comment rester au fait des tendances et sortir les futurs sur les réseaux sociaux ou YouTube sans consommer son contenu? Ce qui est essentiel pour créer un contenu adapté aux différentes plateformes, à mon sens. C'est une des questions qui est revenue le plus souvent. Pour moi, le problème, c'est pas d'aller sur telle ou telle plateforme, c'est la relation que tu peux avoir par rapport à cette plateforme. Donc le problème bien spécifique qui est ciblé par la détox dopamine, c'est cette sensation où dès que tu as 5 minutes de libre, tu sens le besoin de sortir ton téléphone et de rafraîchir ce flux. Ou pire, c'est l'impression qu'il faut interrompre ce que tu fais toutes les 20 minutes pour vérifier si tu as un nouveau message. Donc le but de la détox, c'est de faire table rase, c'est de briser toutes ces habitudes et ensuite de pouvoir reconstruire en voyant comment est-ce que tu peux utiliser chaque plateforme de manière plus contrôlée. Donc par exemple, TikTok est probablement la plateforme la plus addictive, mais si tu dis que chaque jour tu vas aller sur TikTok de 17h à 17h30 pour trouver de l'inspiration, il n'y a pas de problème, c'est pas quelque chose qui est compulsif. Là où il faudra faire attention, c'est à ne pas tout mélanger. Et justement, perso, j'ai tenté, mais chaque recherche pro sur YouTube, entre parenthèses documentation, m'emmène systématiquement vers des recommandations vidéo que je ne peux m'empêcher d'aller regarder. Résultat, ma chaîne de productivité est instantanément brisée. Un conseil pour éviter ça? Alors, leçon numéro 1, tu ne te connectes pas avec ton YouTube de divertissement sur ton ordinateur de boulot. Tu peux soit avoir différents profils dans Google Chrome par exemple, avec différents comptes qui sont connectés et différents marque-pages, etc. Soit, et c'est probablement l'idéal si tu peux te le permettre, avoir carrément un appareil séparé qui soit dédié au travail et un qui soit dédié au divertissement. En ce qui me concerne, par exemple, dans les périodes où je regarde YouTube, je regarde uniquement sur ma grosse télé dans mon salon, ce qui m'évite quand même de perdre beaucoup de temps à regarder des petites vidéos de merde. Et du coup, sur le compte YouTube sur lequel je suis connecté sur mon ordi de boulot, j'ai des recommandations qui sont totalement nulles. Genre littéralement, en ce moment, j'ai une vidéo sur comment on fabrique le pesto en Italie et j'en ai rien à claquer. Sur la consommation YouTube, j'ai fait des efforts. Disons que maintenant, quand je veux regarder une vidéo, je l'ouvre dans un nouvel onglet et je la garde pour plus tard. Et Namlas qui renchérit, je fais pareil, sauf que le problème c'est que je finis par monter à plus de 1000 onglets en attente. Ici aussi, je peux donner un conseil purement tactique. Il y a une fonction regarder plus tard sur YouTube qui permet de mettre de côté une vidéo. Alors oui, ça n'empêche pas de se retrouver avec une playlist de 150 vidéos à regarder, mais au moins, c'est pas dans des onglets littéralement sur le navigateur que vous utilisez pour bosser. Et du coup, quand vous avez envie de regarder quelque chose, vous allez aller piocher dans cette liste que vous avez préparée à l'avance, il y a un caractère moins impulsif, et finalement, vous allez probablement vous retrouver à regarder des vidéos de meilleure qualité que si vous cliquez en random sur quelque chose sur la page d'accueil de YouTube par exemple. Je veux essayer, mais tous mes amis et membres de ma famille sont en ligne.
Les appels téléphoniques, ça compte. Tu mets évidemment les règles que tu veux, mais dans l'esprit de mon expérience, les appels téléphoniques seraient autorisés. Je vois pas ça comme un divertissement compulsif, au contraire, ça demande quand même un peu de patience et d'effort. Et tu t'autorises à écouter de la musique quand même ou pas? Je suis pas globalement un grand consommateur de musique. J'écoute des playlists Spotify en fond quand je travaille, genre low-key tech. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas problématique, ça me prend aucun temps et je l'ai pas du tout inclus dans mon expérience. Là où je peux voir l'intérêt de se priver de musique pendant un mois, c'est si vous avez constamment des écouteurs qui sont vissés dans les oreilles et vous êtes incapable de rester sans stimulation pendant 5 minutes. Donc pendant longtemps, c'était mon cas avec les podcasts. Si je devais marcher 3 minutes pour aller quelque part, c'était inimaginable de le faire sans avoir mes écouteurs dans les oreilles. Et honnêtement, avec ma femme, quand on a emménagé ensemble à l'époque, c'était une source de conflit parce que tu ne pouvais pas du tout me parler quand j'étais en train de faire quoi que ce soit faire à manger ou faire la vaisselle avec les écouteurs anti-bruit, j'étais injoignable. Depuis, je me suis un peu calmé, mais c'est vrai que je remplis quand même assez facilement les moments de silence avec un podcast. Dans mon expérience de 30 jours, ce que j'ai fait, c'est éliminer les podcasts pour les remplacer avec des livres audio. Je trouve que le livre audio demande plus de concentration, et c'est cette petite différence qui retire le côté compulsif pour moi. Mais du coup, tu lis quoi? À chaque fois, j'ai l'impression que le simple fait de lire est ultra vertueux. Mais entre regarder une vidéo de science étonnante sur YouTube et lire du Musso, la différence me paraît grande. Pourquoi lire serait quelque chose de plus vertueux en soi? C'est un média comme un autre a priori, non? La question de la vertu n'a rien à voir avec le sujet. Le but de l'expérience, c'est de choisir des formats de médias qui sont moins stimulants et sur des formats plus longs. Mais pour répondre de manière transparente à la question, voilà la liste des livres que j'ai lus pendant cette période. Un livre sur le gars qui a créé le meilleur hedge fund au monde, un livre marketing bourré d'exemples contre-intuitifs de persuasion, l'autobiographie de Will Smith, l'autobiographie d'une femme qui a fait une randonnée en solo à travers une grosse partie des États-Unis, un livre de vulgarisation sur la biologie, un roman sur le rapport des humains à la nature, un livre d'analyse sur les années 90, un livre par un physicien sur la nature du temps, un livre par un chercheur en intelligence artificielle sur la manière d'être productif sans se culpabiliser, un livre sur un trio de Brésiliens qui ont monté un empire de business impressionnant, allant jusqu'à racheter le ketchup Heinz et les restaurants Burger King, la biographie d'un gars qui a développé une obsession pour les échecs et a failli tout sacrifier dans sa vie pour ça, et finalement un roman complètement perché sur la spiritualité et l'énergie cosmique. Je suis trop content de savoir que t'as une femme et une fille. Ça me rassure dans l'idée que, même père de famille, c'est possible de continuer à faire plein de choses et bosser sur plein de trucs. Au départ, je me suis dit que ça serait marrant d'enregistrer la réponse à cette question avec ma fille sur les genoux, et on peut dire que c'était marrant, mais c'était pas le plus efficace. Donc je reviens tout seul et je dirais que justement, dans le cadre de cette expérience, c'est finalement plus facile quand tu as des enfants. Parce que ce qui rend le truc déprimant pour les gens, c'est de se dire « Ok, je vais rentrer chez moi, après une longue journée de bureau, dans mon appartement, vide et silencieux, et là, je vais passer le temps en regardant les murs, en écoutant les mouches voler. » Ça semble super extrême et monastique, et je pense que moi-même dans cette situation, je ferais que penser au boulot parce que j'ai rien d'autre à faire, et donc je chercherai à avoir cet échappatoire, cette distraction. Mais si t'as des enfants, tu rentres chez toi à la fin de la journée et t'as une source illimitée de nouveautés et d'énergie qui est dans ta maison. Et du coup, la question, ça devient juste, une fois que ton enfant est couché, est-ce que t'as vraiment besoin de te caler sur Netflix pour avoir une petite surcouche de dopamine, ou est-ce que tu peux aller faire une petite marche dans ton quartier, regarder les étoiles, et après te caler au lit avec un beau bouquin? Comment gères-tu ce genre d'expérience avec ta compagne? Les fait-elle avec toi? Et même, par exemple, pendant ta méditation, elle médite aussi. J'avais déjà aussi beaucoup reçu cette question après ma newsletter initiale, et j'y avais d'ailleurs répondu dans un email à l'époque, et la réponse, c'est non. Cette expérience, je l'ai faite toute seule comme un grand. Et certaines personnes ont évoqué l'idée que ça leur poserait problème et qu'ils auraient l'impression de se couper de l'autre personne dans leur couple. Et évidemment, je vois d'où vient l'idée, parce que si votre routine quotidienne tous les jours, c'est de regarder Netflix ensemble, et ben tout d'un coup, si vous dites « Attends, moi je regarde plus Netflix », qu'est-ce qui va remplacer ce moment privilégié? Donc il faut trouver quelque chose d'autre à faire. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que si vous avez besoin de trouver une activité pour créer du lien dans votre couple, vous pouvez trouver quelque chose de mieux que la télé, que ce soit aller faire une petite marche, ou faire un puzzle, ou jouer à un jeu de société, quelle que soit votre préférence. Voilà, la télé n'est pas la seule manière de créer une connexion avec quelqu'un d'autre, surtout si c'est pour 30 jours que vous devez vous en couper. Plus largement, je crois que c'est toujours dangereux de se dire « je ne peux pas faire cette chose à cause de mon couple ». Parce que c'est quelque chose qui va créer du ressentiment, de la frustration, de l'amertume, alors que l'autre personne n'a rien demandé. Peut-être qu'elle n'est pas intéressée par les idées de productivité d'un mec sur YouTube qui s'appelle Stan Leloup. Donc en toute probabilité, votre couple peut survivre à 30 jours sur Netflix. Et pour moi, il vaut mieux faire ça de cette manière, plutôt que soit numéro 1, d'être frustré, de ne pas être libre de faire ce que vous voulez, ou numéro 2, mettre la pression sur l'autre personne pour faire une espèce d'expérience qu'elle n'a pas envie de faire. Mais bon, après, je ne suis pas conseiller conjugal, donc vous faites ce que vous voulez.
Ne pouvant pas me passer de smartphone, j'ai trouvé une solution assez satisfaisante permettant une frustration limitée et me permettant de ne pas craquer et de tout remettre. C'est de mettre les écrans en noir et blanc sans aucune couleur. Une des plus grosses sources de dopamine dans les écrans, au-delà du FOMO, est la visualisation des couleurs. Ça m'a l'air d'être un bon conseil. Perso, c'est encore pire. Je passe énormément de temps sur Twitter/YouTube/télé alors que ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors qu'une bonne série ou jeu vidéo, ça procure des émotions et ça peut rester en tête à vie. Je suis très d'accord avec cette idée. L'objectif de mon expérience, c'est pas de retirer tous les divertissements pour travailler 16 heures par jour. C'est de remplacer des divertissements de basse qualité par des activités de plus haute qualité. Dans certains régimes, il y a des jours cheat meals. Du coup, est-ce qu'il y a un jour cheat dopamine? C'est une idée qui a beaucoup de sens. Parce que si vous réservez un jour dans votre semaine pour consommer un certain type de contenu, ça va rester compartimentalisé. Et ça a peu de chances de se généraliser et petit à petit coloniser chaque minute libre dans votre journée. Donc si vous vouliez prendre cette expérience de 30 jours et en faire un style de vie de long terme, c'est probablement dans cette direction-là qu'il faudrait se diriger. Le présupposé de la vidéo, c'est qu'il faut être productif. Un peu triste comme objectif de vie, je pense que ça revient à une forme de cupidité, ou confondre le moyen et la fin. Pour moi, la vie, c'est de faire ce qu'on a à faire pour se dégager du temps de loisir. Et avec un enfant en bas âge, je vois mal comment il peut se dégager autant de temps pour être productif, assis. Maman est là pour gérer le bébé. Ouf, incroyable commentaire, qui m'accuse d'être cupide, patriarche, sexiste, juste parce que pendant 30 jours, j'ai décidé de ne pas regarder YouTube. Pour ce gars-là, le sens de la vie, c'est, je cite, le loisir. Donc les gens les plus admirables, c'est les gosses de riches qui ont hérité et qui n'ont jamais eu à travailler un seul jour de leur vie. La personne qui a laissé ce commentaire ne semble même pas concevoir que certaines personnes ont envie d'accomplir des choses dans leur vie et de réaliser des objectifs et de créer des choses. Et c'est vrai que c'est une vision qui est très répandue, probablement majoritaire, mais que personnellement je trouve assez désolante. Alors vous me direz que beaucoup de gens ont des jobs alimentaires et que mon expérience n'a pas de sens pour eux, et très bien, moi j'ai jamais dit que tout le monde devait faire la même chose. Mais n'allez pas me dire que le sens de la vie, c'est de faire le moins d'efforts possible dans votre job alimentaire pour être à la maison devant Cyril Hanouna à 18 h avec une bière à la main. Le summum de l'esprit humain, c'est l'invention, l'exploration, le dépassement de soi. Alors oui, souvent ça demande des efforts et du sacrifice, mais pour moi, ça vaut quand même mieux que de rester dans le confort permanent sans jamais rien essayer. Dans le même esprit, prochaine étape de cette technique, c'est de cesser de tout quantifier et pas réfléchir comme si tu étais toujours sous deadline. Le truc, mec, c'est qu'on est tous sous deadline. On va tous crever. La seule chose que j'essaye de faire, c'est d'utiliser mon temps limité sur cette terre du mieux que je peux. Calculer le nombre d'heures de lecture par jour et dans une année, ensuite faire le bilan et faire un pourcentage sur la différence entre les 2 années, c'est de la folie! À quel moment on est censé être humain quand on part sur une base pareille? Moi, ça m'angoisse. Si un jour vous vous demandez si vous avez ce qu'il faut pour réussir dans un monde où il y a des millions de concurrents, rappelez-vous que la moyenne des gens trouve ça choquant que quand j'ai terminé un livre, je note quelque part que je l'ai terminé. Donc concrètement, quand j'ai fini de lire un bouquin, je vais sur l'application Goodreads, je lui donne une note sur 5 étoiles et je note la date à laquelle j'ai terminé ce bouquin. Ça me prend littéralement 30 secondes. Bon, en réalité, c'est encore plus simple que ça, parce que normalement, si vous connectez votre compte Amazon à votre compte Goodreads, vos lectures Kindle vont être automatiquement ajoutées avec la date de fin. C'est juste que souvent mon Kindle est hors connexion pour économiser de la batterie, et donc ça se fait pas toujours automatiquement. Mais alors, à quoi ça sert de noter les livres qu'on lit? Eh bien ça permet de voir à la fin de l'année combien j'ai lu, ce qui est simplement gratifiant. Je peux voir si j'ai lu plus ou moins que l'année d'avant, ce qui permet de diagnostiquer potentiellement des problèmes. Je peux aussi aller revoir ce que j'ai lu telle ou telle année, un peu comme quand Google Photos vous montre ce que vous faisiez il y a 2 ans. Par exemple, je peux voir que le livre le plus long que j'ai lu en 2020, c'est une biographie de Napoléon. Plus largement, dès que je cherche à améliorer quelque chose dans ma vie, je le mesure. Je mesure mon sommeil avec ce petit Oura Ring, je mesure mon sport avec une application comme Google Fit, je mesure mes heures de travail avec l'application Toggle, et quand j'écrivais mon livre, je mesurais le nombre de mots écrits chaque jour. Ça n'a rien d'inhumain, au contraire, ces choses sont importantes pour moi, et donc je mesure pour voir si je me montre à la hauteur de mes valeurs. Si vous refusez de mesurer votre performance, et vous refusez de voir où va votre temps, votre vie va juste vous filer entre les doigts. Ah, j'ai senti mes poils se hérisser quand tu dis vers 2 minutes 30 que ce qui importe ce n'est pas de comprendre le mécanisme exact, mais de constater que ça fonctionne vraiment. Je comprends la logique, mais c'est le même argument qu'utilisent les pseudo-médecines ou pratiques pour se justifier, et c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Ou on invente une théorie farfelue pour combler le gap. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce commentaire parce qu'au contraire, la science c'est observer et mesurer ce qui fonctionne. Pour prendre un exemple simple, on a su quantifier les effets de la gravité des siècles
avant de comprendre pourquoi la gravité fonctionne. Et je suis pas encore sûr qu'on ait exactement compris le mécanisme fondamental au niveau des petites cordes qui vibrent dans tous les sens. Et dans la médecine, il y a plein de médicaments qui empiriquement marchent, mais on ne comprend pas le mécanisme exact. Par exemple, les antidépresseurs, empiriquement fonctionnent relativement bien, mais on ne sait pas expliquer exactement par quel mécanisme ils agissent sur le cerveau. Et souvent, les pseudosciences sont justement celles qui vous présentent un mécanisme bien précis, tout simple, là où les sciences conventionnelles sont pas exactement sûres de l'explication exacte. Donc pour reprendre l'exemple particulier de la détox de dopamine, c'est compliqué de comprendre le mécanisme exact, simplement parce que la dopamine, c'est pas visible sur un scanner. Donc à moins de disséquer des cerveaux d'humains vivants qui font leur détox de dopamine, la seule chose que vous pouvez remarquer, c'est l'impact extérieur et la manière dont les gens se sentent et la manière dont les gens se comportent. C'est compliqué de voir le mécanisme exact à l'intérieur du cerveau. J'avais un gros a priori sur la jeunesse actuelle en voyant des vidéos comme les gros blagueurs avec 10 millions d'abonnés, Norman, etc. Quelle belle surprise cette vidéo. Alors celui-ci n'est pas une critique et j'imagine que je devrais être flatté d'être considéré comme un espèce de représentant de la jeunesse actuelle, mais en réalité je suis littéralement un daron. J'ai 30 ans, j'ai une fille de 2 ans, Norman a littéralement 35 ans, je crois qu'aucun de nous deux ne représente la jeunesse actuelle. 2 ans plus tard, après avoir suivi de manière toujours plus intensive sa routine, il devint président de l'Union Européenne. Ce que je trouve très drôle avec ce commentaire, c'est que cette personne a voulu tourner mon obsession pour la routine en dérision, et le job le plus prestigieux qu'il a pu imaginer, c'est président de l'Union Européenne. Marketing Mania. J'ai arrêté les divertissements, dont les newsletters. Also Marketing Mania, lisez ma newsletter. Oups. Hello, pour info, il y a la guerre en Ukraine. Sérieux? Où ça t'as dit? Alors où est-ce que j'en suis 100 jours plus tard? Pour rappel, voilà où j'en étais avant mon expérience. Lire des articles de blog et des newsletters via Feedly. Je suis un avide collectionneur de flux RSS et je suis abonné à un paquet d'auteurs fascinants. C'est ma source d'information numéro 1. J'y passe 15 heures par semaine. YouTube, 10 heures par semaine. Lire des livres, 7 heures par semaine. Écouter des podcasts, 5 heures par semaine. Les jeux vidéo, entre 0 et 5 heures par semaine. Les films et les séries, entre 0 et 5 heures par semaine. Visite sur des sites d'actualité de divertissement, 3 heures par semaine. Alors, on va classer tout ça en fonction de la valeur ajoutée par tranche, S étant la meilleure tranche et D étant la pire. YouTube, c'est clairement une plateforme que j'adore. Pour les meilleures chaînes, ça rentre clairement dans la classe S, il y a des trucs absolument incroyables sur YouTube, mais je dois dire qu'en moyenne, ma consommation de l'époque d'avant contenait beaucoup de vidéos de remplaçage, et donc c'est avec un certain regret que je vais la mettre dans la catégorie B. Les jeux vidéo, c'est un énorme plaisir, mais j'ai juste pas le temps de m'y mettre sérieusement. C'est trop frustrant d'avoir un jeu auquel je joue qu'1 heure par semaine et j'oublie les boutons à chaque fois que j'y joue pas, et en plus ça me pousse à jouer à des jeux qui sont moins prenants, moins intéressants, moins profonds, et donc finalement qui ont moins de valeur ajoutée, et donc je vais mettre ça dans la catégorie C, par manque de temps. Feedly, c'est ce qui rassemble toutes les newsletters et les blogs que je lis avec une grande avidité chaque matin. C'est clairement le grand gagnant de cette expérience, c'est la première chose auquel je suis revenu, c'est la chose qui m'apporte le plus de valeur et je pourrais pas maintenir mon niveau de créativité, sans ça, ça va dans le rang S. Les livres, étonnamment, ne m'apportent pas autant d'idées que les articles et les newsletters, mais ça reste une immersion dans des concepts et des univers qui sont différents, et par ailleurs, comme on n'est pas sur un écran, ça n'entrave pas mon sommeil, donc c'est dans la catégorie A. Les podcasts, j'y apprends des bonnes choses, mais le plus souvent, je les utilise pour bloquer le silence. J'écoute pas forcément le plus les podcasts qui sont les plus intéressants, et donc je les mets dans la catégorie B. Les films et les séries ne me manquent pas du tout. C'est une des grosses leçons de cette expérience parce que par le passé, j'étais un énorme consommateur de séries, et finalement, à part quelques séries comme Better Call Saul ou Succession, qui de toute manière ont 10 épisodes par an, c'est pas quelque chose que je vais regretter, et pour ça, je vais le mettre dans la catégorie C. Finalement, j'ai mis ici une petite icône Chrome qui représente tous les éléments auxquels j'ai accès directement sur le navigateur de mon téléphone. C'est des petits sites d'actu, par exemple, je vais sur Metacritic pour aller voir les nouveaux films qui sont sortis et qui ont des bonnes critiques, et ensuite ajouter à ma liste de films que j'aurais jamais le temps de regarder. C'est généralement de la pure dopamine, sans aucune valeur ajoutée. On est dans la catégorie D, et il faudrait que je retire Chrome de mon téléphone. J'ai repris mes différentes habitudes à peu près en suivant cette liste. Je lis de nouveau mes articles chaque jour, c'est revenu absolument au même niveau où j'en étais précédemment. Je prends aussi le temps de lire des livres chaque soir. J'ai écouté quelques podcasts et j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube ces dernières semaines, mais uniquement sur mes chaînes préférées. Je n'ai regardé aucun film en 2022, ni aucune série,
à part quelques épisodes d'une série dont on doit parler sur la chaîne principale et que j'ai regardé dans l'avion. Mais depuis 3 semaines que je suis rentré, je n'ai pas regardé les 2 épisodes qui me manquent pour terminer la saison. Donc je pense qu'on peut dire que l'addiction a été brisée. Les jeux vidéo, je n'y ai pas du tout touché en dehors de quelques parties de team building avec mon équipe. Mais je sens une envie d'y revenir et je vais peut-être essayer d'y revenir avec un jeu solo, linéaire, assez facile à suivre, comme God of War sur la PlayStation par exemple. Les distractions nulles sur Chrome sur mon téléphone ont malheureusement un peu repointé le bout de leur nez dans les dernières semaines. Comme j'étais en déplacement, j'étais un peu indulgent on va dire. Notamment avec ma femme, on s'est mis à jouer à Wordle, ce jeu qui a fait fureur il y a quelques mois sur le Twitter anglophone avant d'être racheté par le New York Times. Et c'est vrai que c'est marrant, c'est fun, mais la valeur ajoutée n'est pas là. Et c'est clair que cette habitude-là, elle va totalement être éliminée dès que je rentre chez moi avec une meilleure routine. En conclusion, 100 jours plus tard, l'expérience a vraiment été utile. Ça m'a permis de remettre à zéro toutes mes habitudes et de faire le tri. Et j'ai éliminé environ les 50% de divertissements qui ont le moins de valeur ajoutée. Évidemment, on appelle ça une détox, et vous pouvez pas être en détox tout le temps. À un moment donné, les toxines, elles sont sorties. Donc c'est quelque chose que je referai très certainement une fois par an, en janvier, et peut-être une deuxième fois dans l'année, si j'en ressens le besoin, si les divertissements sont sortis un petit peu de leur cadre, ou alors si j'ai un gros projet sur lequel j'ai envie d'avoir un focus maximal. Je continue à recommander l'expérience si vous êtes curieux. Si vous aimez ce genre de sujet productivité / philosophie de l'entrepreneuriat, vous devriez vous abonner à ma newsletter, le mix du lundi. Ce lundi, j'ai envoyé une newsletter sur les questions existentielles de l'entrepreneur et chaque semaine, c'est un mix de conseils marketing, du derrière des coulisses de mon business et de mes vidéos et de réflexions sur cette étrange aventure dans laquelle on s'embarque quand on décide de se lancer sur Internet. Cliquez sur le lien en haut de la description pour vous inscrire et moi je vous dis à la prochaine.